Tu te souviens peut-être de cette scène spectaculaire d'un film où un gigantesque navire de guerre dérape sur les flots, stoppé net par la chute de son ancre dans un rugissement de métal et d'écume. L'image est si puissante qu'elle semble défier la logique, comme si un simple morceau d'acier suspendu à une chaîne pouvait dompter la fureur de l'océan. Pourtant, dans le monde réel, cette idée n'est rien de plus qu'un rêve de cinéma. Dans la réalité des géants d'acier, une telle manœuvre serait aussi improbable que d'arrêter un train lancé à pleine vitesse avec une ficelle. Ce que le grand écran transforme en mythe héroïque, la physique et l'ingénierie l'expliquent avec une rigueur fascinante. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte d'un système millénaire, discret mais essentiel, souvent mal compris. L'encre. Ce simple mot évoque la stabilité, la sécurité, le repos. Pourtant, derrière sa forme massive et silencieuse, se cache l'une des inventions les plus ingénieuses de toute l'histoire maritime. Car dans un monde où les navires peuvent mesurer plus de 300 mètres et peser plus de 200 000 tonnes, comment un objet de quelques dizaines de tonnes seulement peut-il les maintenir immobiles face à la colère du vent et des courants? Avant de plonger dans les profondeurs de cette question, fais-moi une faveur. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche, car ce voyage ne sera que le premier d'une longue série d'explorations à travers les secrets de la mer prêts à embarquer. Alors, cap sur l'invisible, sur cette force tranquille qui lie le navire au monde immobile. Pour comprendre le génie d'aujourd'hui, il faut d'abord regarder en arrière. Lorsque l'on pense à une ancre, on imagine souvent la forme classique, celle des dessins d'enfants et des tatouages de marins, 2 bras courbés, une tige verticale et une barre transversale appelée stock. Ce n'était pas qu'un symbole. Ce stock jouait un rôle mécanique fondamental. Il forçait toujours l'ancre à se poser sur le fond, de manière à ce qu'une de ses pattes puisse s'enfouir dans le sol. Une idée simple, mais brillante pour son époque. Pourtant, ce système avait une limite. Il n'était pas compatible avec les proues de profilés des navires modernes. C'est ainsi qu'est née l'ancre à jasse, amovible, puis son évolution logique, l'ancre à jasse intégrée, plus compacte, plus efficace, plus adaptée aux coques d'aujourd'hui. Si tu observes une ancre moderne, tu remarqueras son design épuré, presque géométrique. Pas de barre transversale, pas d'ornement. Et pourtant sa forme recèle un secret. Ses pattes sont prolongées par de petites plaques qui agissent comme des ailerons. Lorsque l'ancre touche le fond et que la tension du câble commence, ces plaques provoquent une rotation naturelle de la pièce, l'obligeant à s'enfouir dans le sol comme un poisson qui s'enfuit dans le sable. Le résultat? Une accroche automatique, profonde, stable. Une simplicité apparente née d'un calcul d'ingénierie millimétré. Mais même la meilleure ancre du monde ne sert à rien si le sol sous elle refuse de coopérer. Le secret de la stabilité d'un navire ne réside pas seulement dans la forme de son ancre, mais dans le dialogue silencieux entre l'acier et la nature du fond marin. Imagine 3 types de fonds: rocheux, végétal et meuble. Sur un fond rocheux, l'ancre rebondit. Sur un lit d'algues épaisses, elle glisse sans jamais pénétrer. Mais dans la vase, dans le sable fin, elle s'enfouit profondément, serrée par la pression de l'eau et du limon. C'est là, dans ce monde sans lumière, que naît la véritable sécurité d'un navire. Et pourtant, l'ancre elle-même n'est pas la véritable héroïne de cette histoire. Elle n'est qu'un point d'accroche, le début d'une ligne invisible, car la vraie force, celle qui résiste aux tempêtes et aux rafales, ne vient pas de l'ancre, mais de la chaîne. Oui, cette lourde chaîne d'acier, longue, souple, presque vivante, c'est elle qui absorbe, qui amortit, qui plie sans rompre. Quand le vent souffle, elle se tend, se soulève, puis retombe, dessinant une courbe majestueuse, la chaînette caténaire. Une forme qui n'a rien d'un hasard, mais tout d'une équation parfaite. C'est cette caténarie qui protège l'ancre, qui empêche les à-coups, qui transforme la violence des vagues en un mouvement doux,
Presque organique, chaque maillon agit comme un ressort lent, chaque tension comme une respiration du navire. Et c'est ainsi, par ce jeu d'équilibre et de poids, qu'un géant de fer peut dormir paisiblement sur un océan en colère. Lorsque la mer est calme, la chaîne de l'ancre repose tranquillement sur le fond marin. Elle forme une courbe souple, presque endormie, un lien paisible entre le monde des hommes et celui du silence. Les marins appellent ce moment « à pic » ou « au-dessus et au-dessous ». L'instant où la chaîne tombe verticalement, sans tension, et où le navire flotte immobile, bercé par sa propre masse. Tout semble stable, presque éternel. Mais cet équilibre fragile ne dure jamais longtemps. Il suffit d'un souffle du vent, d'un changement de courant ou d'une vague plus haute que les autres pour que le géant commence à bouger. Lentement d'abord, puis avec la puissance contenue de milliers de tonnes d'acier. Et alors, la chaîne se réveille. Elle se tend, elle se lève, maillon après maillon, comme un serpent d'acier qui s'étire sous la surface. Ce mouvement marque le début d'un dialogue invisible entre la nature et la mécanique, entre la force brute et la résistance patiente. Mais ce qui se produit à ce moment-là est tout sauf simple. Contrairement à ce que l'on imagine, la chaîne ne devient pas rigide. Elle ne tire pas en ligne droite. Elle conserve sa courbe, cette caténaria, une forme née des lois de la gravité et du poids. En réalité, c'est cette forme courbe qui fait toute la différence, car au lieu de transmettre directement la tension vers l'ancre, la chaîne absorbe l'énergie en se soulevant peu à peu. Imagine une bourrasque violente frappant la coque. Si la chaîne était tendue comme un câble, le choc serait direct, brutal, suffisant pour arracher l'ancre du sol. Mais grâce à sa caténaria, la force du vent se convertit d'abord en mouvement, en relèvement d'une portion de la chaîne. Chaque maillon qui quitte le fond consomme une partie de cette énergie, comme un ressort gigantesque. Puis, quand la rafale retombe, la chaîne redescend lentement, ramenant le navire à sa position initiale. Ce phénomène, à la fois simple et élégant, est l'un des plus beaux exemples d'équilibre mécanique de toute l'histoire maritime. C'est une danse lente entre le poids et la tension, un amortisseur naturel que même les ingénieurs modernes n'ont jamais cherché à remplacer. Mais pour que ce système fonctionne, encore faut-il que la longueur de chaîne soit la bonne. Trop courte et la caténaria disparaît. La chaîne devient raide, chaque secousse se transmet à l'ancre, et le risque de décrochage augmente. Trop longue, et la manœuvre devient inefficace. La chaîne traîne, le navire dérive, et la récupération devient un cauchemar. Les capitaines doivent donc choisir la longueur de mouillage avec une précision absolue, calculée selon la profondeur, le vent et la nature du fond. En général, on relâche entre 5 et 7 fois la profondeur de l'eau. Pour un mouillage à 30 mètres, cela représente près de 200 mètres de chaîne, 200 mètres d'acier massif, pesant parfois plus de 100 tonnes, déroulés lentement dans le silence de la mer. Et tout cela pour un seul objectif, maintenir le navire en place, sans rompre le fragile équilibre entre gravité et traction. Mais alors, tu te demandes peut-être, si cette tension est si colossale, comment les marins parviennent-ils à remonter l'ancre? C'est là qu'entre en scène l'une des machines les plus impressionnantes du bord, le guindeau. Le guindeau, ou windlass en anglais, est une bête de métal, cachée à l'avant du navire, capable de soulever des centaines de tonnes grâce à un jeu de moteurs et de tambours. Son bruit sourd et régulier résonne sur tout le pont lorsque l'on commence à virer l'ancre. Mais même avec sa puissance, le guindeau ne pourrait pas seul lutter contre la tension du vent et du courant. C'est pourquoi le navire lui-même participe à la manœuvre. La récupération de l'ancre est une véritable chorégraphie. Le commandant donne l'ordre d'avancer doucement dans l'axe de la chaîne. L'équipage, au poste de manœuvre, surveille la tension, communique par signaux, ajuste la vitesse. À mesure que le bateau avance, la tension diminue, le poids de la chaîne s'allège, et le guindeau peut alors commencer à l'enrouler sans effort excessif. Ce ballet de précision est le fruit de siècles d'expérience et d'observation.
Peu à peu, le navire se rapproche du point où l'ancre est enfouie. Et c'est alors qu'intervient le moment clé, celui où la direction de la force change. Tant que la chaîne tire presque à l'horizontale, elle maintient l'ancre enfoncée, mais dès que le navire se place juste au-dessus, la traction devient verticale. Ce simple changement d'angle suffit à rompre l'équilibre. Le bras de l'ancre agit comme un levier, et la succion du fond cède soudainement. Dans un bruit sourd, l'ancre se libère, remontant lentement dans le sillage de la chaîne. Ce moment, souvent invisible pour les passagers, est un spectacle fascinant pour ceux qui l'ont vécu. Le métal émerge de l'eau, couvert de vases, d'algues, de sable. Les jets d'eau salée lavent la surface, révélant à nouveau son éclat brut. Puis, dans un dernier grincement, l'ancre disparaît dans son puits, rangée, verrouillée, prête pour le prochain voyage. Chaque détail de cette manœuvre obéit à un code. Même la peinture sur les maillons de la chaîne n'est pas décorative. C'est un langage visuel que seuls les marins comprennent. Les chaînes sont divisées en maillons de 27,5 mètres, appelés maillons de calibre ou shacles. Chaque jonction est peinte en rouge vif et les maillons adjacents en blanc. Un maillon blanc de chaque côté indique la première longueur, 2 maillons blancs pour la deuxième, 3 pour la troisième, et ainsi de suite. Grâce à ce système, le marin à l'avant sait instantanément combien de longueur est déployée, sans avoir à mesurer ni à compter. Ce langage, inventé il y a plus d'un siècle, reste inchangé aujourd'hui. C'est une preuve que dans la marine, la simplicité bien pensée résiste toujours au temps. Et maintenant, imagine ce qui se passerait si, comme dans les films, un navire lançait son ancre à pleine vitesse, espérant qu'elle le freine net. Dans la réalité, ce serait un désastre. L'ancre heurterait le fond à une vitesse folle, rebondirait, la chaîne se tendrait d'un coup sec, et la force accumulée serait suffisante pour briser les maillons ou tordre les bras d'acier. Le choc se propagerait à travers tout le navire comme un coup de tonnerre. Aucun ancrage ne résisterait à une telle folie. Ce mythe, immortalisé par Hollywood, s'effondre devant la froideur des chiffres. Un navire de guerre comme le Missouri pèse plus de 45 000 tonnes. À cette masse, même une ancre de 20 tonnes n'est rien. Ce n'est pas un frein, c'est un point d'appui. L'arrêt brutal d'un tel monstre demanderait une force équivalente à des centaines de milliers de chevaux vapeur, bien au-delà de ce que peut supporter une chaîne, même forgée dans le meilleur acier du monde. C'est ici que l'on comprend que le rôle de l'ancre n'a jamais été de stopper, mais de retenir. Pas de lutter contre la vitesse, mais de résister au temps. Depuis les premiers navigateurs qui jetèrent des pierres percées pour immobiliser leurs frêles embarcations, jusqu'aux titans d'acier qui sillonnent aujourd'hui les océans, l'ancre n'a jamais cessé d'évoluer. Et pourtant, son essence est restée la même. Un instrument de confiance, un symbole de stabilité dans un monde mouvant. À travers les siècles, chaque civilisation a apporté sa touche, son idée, son amélioration. Les Phéniciens utilisaient des paniers remplis de plomb, les Grecs façonnaient des crocs de bronze, et les Romains furent parmi les premiers à comprendre l'importance de l'effet d'enfouissement. Mais c'est réellement à partir du 19e siècle que l'ancre est devenue un chef-d'œuvre d'ingénierie. Les premiers grands navires de fer, comme le légendaire Great Eastern, exigeaient des systèmes d'amarrage capables de résister à des forces colossales. L'ancre dite à jasse dominait alors les mers. Elle était efficace, mais encombrante. Sa barre transversale empêchait un rangement compact et posait problème aux navires modernes. L'évolution fut inévitable. C'est ainsi qu'apparut l'ancre Hall, puis l'ancre Balt, conçue pour s'adapter parfaitement aux guindeaux mécaniques et aux coques profilées des cargos. Ces modèles, encore utilisés aujourd'hui, sont de véritables merveilles d'équilibre et de fonctionnalité. Leurs bras articulés, capables de pivoter légèrement, leur permettent de toujours trouver le bon angle d'accroche, quelle que soit la nature du fond marin. Mais le monde maritime n'a pas cessé de se transformer. Les ancres ont dû s'adapter aux besoins de navires toujours plus grands, plus lourds, plus puissants.
Un porte-conteneur moderne, par exemple, dépasse souvent les 400 mètres de long. À cette échelle, même une ancre de 30 tonnes ne suffit pas à garantir la sécurité du navire si elle est mal utilisée. L'efficacité ne dépend plus seulement du poids, mais du principe physique d'interaction avec le sol. Surface d'appui, angle d'enfouissement, effet de succion. C'est pour cette raison qu'ont vu le jour les ancres à haute tenue, High Holding Power encore, comme la Danforth, la Poole, la AC-14 ou la Spec. Leur conception repose sur la maximisation de la surface de contact avec le fond. Leurs pattes fines et allongées s'enfouissent profondément, augmentant la résistance par succion et friction. En conditions réelles, une ancre AC-14 bien posée peut résister à une traction de 200 à 300 tonnes, sans bouger d'1 millimètre. Pour les navires spécialisés, plateformes pétrolières, câbliers, navires de forage, d'autres systèmes sont apparus. Les ancres à griffes multiples ou encore les ancres à vis hélicoïdales, capables de se visser littéralement dans le sol. Et pour les géants des mers qui n'ont plus le droit à l'erreur, des systèmes d'amarrage hybrides combinent aujourd'hui l'ancre mécanique et le positionnement dynamique, un réseau de propulseurs assisté par GPS qui maintient le navire à une position précise sans contact physique avec le fond marin. Ces technologies représentent le sommet d'une longue lignée d'innovation. Mais au cœur de tout cela, une vérité demeure. Aucune machine, aussi sophistiquée soit-elle, ne remplacera jamais la simplicité et la robustesse d'une bonne ancre bien mouillée. Car l'ancre n'est pas seulement une pièce d'acier, elle est une promesse de retour, de stabilité, de repos. Les marins du monde entier la portent, tatouée sur leur peau depuis des siècles. Elle est le symbole du foyer, de la fidélité, de la force tranquille. Dans les tempêtes comme dans la paix, elle rappelle que, même quand tout bouge autour, quelque part, quelque chose nous retient. Et c'est peut-être là le plus beau paradoxe. L'ancre est l'objet qui lie le mouvement à l'immobilité. Sans elle, pas de départ possible, car sans certitude de pouvoir s'arrêter, aucun voyage n'a de sens. Lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon et que le ciel se teinte d'orange et d'or, un silence particulier s'installe sur le pont. Le moteur s'arrête, la mer respire lentement et le capitaine donne l'ordre « Mouillez l'ancre ». Dans ce moment suspendu, entre le bruit du métal qui grince et le clapotis des vagues, on ressent toute la magie de l'ingénierie et du courage humain. Ce simple geste, descendre un morceau d'acier vers les profondeurs, relie l'homme à la mer depuis des millénaires. Chaque maillon de la chaîne raconte une histoire. Celle des tempêtes affrontées, des ports découverts, des nuits d'attente. Et quand l'ancre touche enfin le fond, c'est un peu comme si le navire trouvait, pour un instant, la paix qu'il cherchait. Dans le monde agité des océans, l'ancre est la seule certitude, le seul point fixe. Elle incarne ce besoin universel que nous portons tous, celui de nous ancrer quelque part, même lorsque la vie nous pousse au large. Les marins le savent mieux que quiconque. Une ancre n'est pas seulement un outil, c'est un symbole, une compagne, une promesse. Dans les tempêtes les plus violentes, quand tout semble perdu, le son sourd de la chaîne qui se tend est un rappel. Tu n'es pas seul, tiens bon. Et c'est là que la mécanique rejoint la poésie, que l'acier devient émotion, que l'ingénierie devient confiance. Mais ce lien qu'entre l'homme, le navire et la mer ne s'arrête pas à la technique. Il est aussi spirituel. Chaque fois qu'une ancre plonge, c'est un acte de foi, car personne ne voit vraiment ce qu'il y a sous la surface. On laisse descendre le métal, on espère qu'il se plante, qu'il tienne, qu'il résiste, et on attend. C'est un dialogue silencieux avec l'invisible, une prière adressée aux profondeurs. Aujourd'hui, même avec toute notre technologie, nos satellites, nos moteurs puissants et nos capteurs de précision, ce geste ancestral reste inchangé. C'est peut-être la dernière chose authentiquement humaine à bord d'un géant d'acier automatisé. Jeter l'ancre,
et faire confiance. Et pourtant, le paradoxe demeure fascinant. Ce qui maintient le plus grand des navires immobiles n'est pas la force brute, mais la gravité, la forme, le poids, la géométrie. Ce sont des lois naturelles, immuables, auxquelles aucun ingénieur n'échappe. Dans chaque manœuvre d'ancrage, on retrouve la beauté de la simplicité, un équilibre parfait entre science et instinct. Alors, la prochaine fois que tu verras un cargo géant immobile au large, souviens-toi, ce n'est pas la chance qui le retient. Ce sont des siècles de savoir, d'expérience et d'observation patiente de la mer. Sous la surface, une ancre d'or, accrochée au monde, gardienne silencieuse d'une promesse millénaire. Et si tu écoutes bien, au milieu du bruit du vent et du ressac, tu pourrais presque entendre sa voix d'acier chuchoter « Reste fort, tiens ta position. Le calme revient toujours. » Car au fond, que l'on soit marin, voyageur ou simple rêveur, nous portons tous notre propre ancre. Parfois, elle est faite de souvenirs, d'amitié, de rêves. Parfois, c'est une personne, un lieu, une passion. Et quand la tempête arrive, c'est elle qui nous empêche de dériver. Voilà pourquoi, au-delà de son apparence technique, l'ancre reste l'un des symboles les plus puissants de l'humanité. Elle nous rappelle que la stabilité n'est pas l'absence de mouvement, mais la capacité de revenir à soi, encore et encore, peu importe la force du vent. Et si cette histoire t'a fait voyager, si tu regardes désormais la mer d'un autre œil, alors n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde maritime. Et surtout, laisse ton like pour soutenir cette aventure entre science, émotion et océan. Parce qu'ici, chaque vidéo est une traversée. Et comme tout bon marin le sait, avant de lever l'ancre, il faut d'abord savoir où la jeter.